Yaorana et bienvenue dans Manava. La Polynésie, c'est une zone maritime de la surface de l'Europe. Et les enjeux économiques, écologiques et sociaux y sont de première importance. Pour réfléchir à tous ces sujets, le cluster maritime de Polynésie a été créé en 2014 et avec nos invités, nous allons comprendre son fonctionnement et ses missions. J'accueille Toinoua Degage, qui est président de la CMPF, le cluster maritime de Polynésie française, Georges May, qui est directeur du Centre des métiers de la mer, administrateur du CMPF, et Théa Frogier, délégué à la recherche du pays pour la présentation de la stratégie de l'innovation. Je crois que je l'ai bien dit. Bien. Ravi de vous accueillir sur ce plateau. Première question pour toi, Toinoua. Qu'est-ce qu'un cluster maritime? Yorana Stéphane. Un cluster maritime, c'est le rassemblement finalement d'un ensemble d'entités, de personnes qui vont aller qui vont faire la promotion et le développement en fait de l'économie bleue, de l'économie de la mer et surtout dans le respect de nos environnements en Polynésie française. Alors cluster, on a découvert ce mot, hélas, pour de mauvaises raisons il y a quelques années. Donc vous l'avez utilisé parce que ça parle et puis ça exprime bien cette notion de regroupement, c'est ça? Oui, alors nous, le cluster n'existait avant la Bien crise sûr. Covid, mais surtout, nous sommes rattachés au cluster maritime métropolitain, le CMF, le cluster maritime français. Et donc, c'est de là, finalement, qui est venu le cluster maritime de Polynésie française. Dans les Outre-mer, il y a un ensemble de clusters maritimes. Georges, tu peux nous parler du poids de l'économie maritime en Polynésie et surtout de son importance? L'économie maritime, c'est une économie qu'on ne peut pas négliger. C'est un secteur, un vecteur de développement considérable, hein. On est aussi grand que l'Europe. C'est le transport maritime, c'est les excursions nautiques, c'est la pêche, c'est donc tous ces métiers. Même la maintenance, les réparations, les constructions. Oui, c'est très très large, hein. C'est très très large et puis c'est aussi les énergies renouvelables. Exactement. Alors là, on essaye de planter un petit peu on va dire le décor. Théa, toi, j'aimerais que tu nous expliques en quoi consiste ton poste et quelles sont ses missions. Alors, je suis à la tête d'un service administratif de la Polynésie française qui s'appelle la délégation à la recherche. Donc, vous l'avez compris dans l'intitulé, on est dans le domaine de la recherche scientifique. Et donc, la fonction, ou en tout cas la mission principale de la délégation à la recherche est de développer des programmes de recherche, des activités de recherche qui intéressent la Polynésie française et qui vont permettre son développement. Donc, on fait le lien très rapidement avec l'économie maritime ou l'économie bleue. Il est clair qu'avec la zone économique exclusive de la Polynésie française, ça fait partie des thématiques de recherche importantes pour lesquelles beaucoup d'équipes scientifiques sont très intéressées au-delà de ceux qui sont déjà présentes en Polynésie française. Alors voilà déjà un mot qu'on va devoir expliquer, c'est la zone économique exclusive. Tu peux nous en dire un petit mot? La zone économique exclusive se définit comme, j'allais dire plutôt les eaux profondes que nous avons. Et effectivement, on parle beaucoup de la Polynésie française comme étant la deuxième surface maritime euh, française, Après parce les États-Unis, c'est ça? elle contribue, voilà, et elle contribue à près de la moitié de la surface maritime française, donc il se place en seconde position après les États-Unis, et c'est grâce notamment à cet ensemble que vous voyez représenté sur la carte, qui exprime très bien la grandeur de notre océan, de ce qui nous entoure, donc qui représente la zone économique exclusive de la Polynésie française, c'est-à-dire sa zone maritime. Est-ce qu'il y a un certain poids aussi pour les décisions qui doivent être prises? Toi, Noah, quelles sont les missions du cluster maritime polynésien? La mission, elle est simple, c'est le développement de l'économie bleue dans le respect de nos environnements. Les missions, enfin, la vision, les valeurs et les missions du cluster sont en cours d'élaboration là, en ce moment, puisqu'on a une grande réflexion sur quelle doit être justement notre vision, quelles sont nos missions et quelles sont nos valeurs. Mais en tous les cas, jusqu'à présent, en œuvre, tous les membres œuvrent pour le développement de l'économie maritime. En se basant sur l'ensemble des différentes, on va dire, catégories comme la pêche, la préservation, ainsi de suite. Donc, j'imagine que chaque personne amène son savoir, ses connaissances, et vous faites alors en anglais c'est les think tanks, mais vous faites des moments de réflexion pour faire avancer tout ça. Oui, on fait des groupes de travail, mais il faut savoir, comme le disait Georges tout à l'heure, les secteurs, il y a énormément de secteurs dans le maritime. Il y a l'aquaculture, il y a l'innovation, il y a le transport maritime, bien sûr, il y a la pêche, il y a
Il y en a, Mais il y en le a tourisme encore beaucoup. Il y a le tourisme nautique, il y a la croisière, et il y a aussi la sécurité maritime. Hein. Il faut pas oublier que c'est un secteur important. La protection aussi de nos aires maritimes. La Polynésie française est composée de plus de 99% d'espace maritime. Donc, c'est pour vous dire l'importance que ce secteur a dans notre pays. Donc, comment est-ce que vous fonctionnez techniquement? Le cluster, vous réunissez régulièrement et comment est-ce que vous faites avancer vos travaux? Oui, alors nous sommes une association 1901, hein, de loi 1901. Nous avons un bureau, nous avons un conseil d'administration, nous faisons des assemblées générales. Pour faire avancer nos sujets qui sont très nombreux, nous avons des groupes de travail, nous avons 2 permanents qui sont Anne May, qui est notre secrétaire général, et puis Stéphane Renard, notre coordinateur. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a énormément de sujets, trop de sujets, et on est en train de revoir notre façon de travailler pour que les membres, qui sont les bénévoles de l'association, puissent apporter plus encore de leur pierre à l'édifice. Vous avez différents moyens techniques ou moyens financiers pour pouvoir mener à bien vos travaux ou clairement c'est la bonne volonté de tout le monde? Alors, en fait, financièrement, ce sont surtout les membres qui payent tous les ans leurs frais de participation. Donc, je vais voir On sur votre veut, site, les membres, il y a quoi, 60 ou nous sommes une 70? soixantaine de C'est ça, membres hein, voilà. au sein du cluster maritime. Mais ce qu'il y a, nous voulons aussi garder notre autonomie. Nous ne voulons pas être financés par telle ou telle entité parce que le cluster maritime a besoin d'être autonome et de partager ses connaissances et de faire avancer finalement le secteur maritime dans le sens qu'il veut. Et surtout pouvoir faire des préconisations, on va dire, sans avoir à rendre de compte et d'être objectif. Oui, c'est ça, puisque notre rôle, c'est quand même de comment je peux dire ça, c'est pas d'influencer, mais d'aider finalement les décideurs à prendre les bonnes décisions. Nos 60 membres représentent tous les secteurs maritimes en Polynésie française. Ouais, je suis allé Et voir la liste, c'est très très large. c'est très large. Et donc, c'est notre force, justement, c'est d'aider les décideurs à prendre des bonnes décisions. Georges, toi, donc, tu es directeur du Centre des métiers de la mer. Tu peux m'expliquer en quelques mots ce en quoi ça consiste? Eh bien, on participe avec le Centre des métiers de la mer. C'est un centre qui existe depuis 50 ans. Et nous formons donc les marins au commerce, les marins à la pêche, les marins comme les officiers. Aujourd'hui, on s'oriente vers la formation de greffeurs perlicoles, vers l'aquaculture. On va quand même développer notre centre de formation pour aussi répondre également aux attentes des professionnels de la région, de la Nouvelle-Calédonie par exemple. Nous recevons régulièrement des stagiaires de la Nouvelle-Calédonie pour des revalidations de titres, de certificats. Nous avons aussi quelques officiers en exercice en Nouvelle-Calédonie, pont, machine et au Vanuatu également. Donc, dans votre cadre, vous participez aussi au développement de la filière pêche et ainsi de suite, à la modélisation? Ben absolument, nous essayons de mettre les compétences attendues par les professionnels sur les quais. Donc, on prépare donc la relève des équipages et aussi le maintien des compétences des officiers qui sont actuellement en exercice. Les jeunes gens en Polynésie sont motivés pour suivre la voie, on va dire, des pêcheurs et ainsi de suite, et de rentrer dans le métier? L'attractivité, on a une carence dans l'attractivité dans le métier. Je ne sais pas si le métier est assez connu ou pas. Peut-être lié à la pénibilité du métier? En tout cas, c'est des métiers difficiles. La pêche, le commerce, il faut aimer. C'est une vocation. C'est pas quelque chose dans lequel on s'engage. Oui. En général, c'est de la passion parce c'est que de la passion. si tous ceux qui sont allés déjà pêcher un peu avec des professionnels se rendent compte que c'est rigolo 6 heures, Ouais. mais après quand on se rend compte c'est sur 1, 2, 3 jours, ça Ouais. devient vraiment quelque chose de... faut être passionné quoi, hein, parce que c'est très Absolument. dur. Et vous avez des filières qui permettent justement de motiver les jeunes gens et de leur expliquer concrètement ce que c'est, et peut-être que le cluster travaille sur le développement de ces filières aussi. Eh bien, le secteur maritime, c'est pas forcément, c'est pas uniquement de la navigation, c'est aussi de la maintenance, c'est aussi de la construction, c'est aussi de la réparation,
Ce sont donc tous ces métiers Tous les autour, métiers qui ouais, inhérents au métier de inhérents pêcheur. au métier de pêcheur et au métier de marin en général. Théa, j'imagine que pour la recherche du pays, présentation, stratégie et l'innovation, j'essaie de le dire correctement, la biodiversité a une place particulière dans vos recherches? Alors, effectivement, donc déjà, même au niveau des programmes de recherche qui sont développés en Polynésie française, vu l'écosystème que nous avons, donc notamment au niveau marin, donc c'est vrai que ce sont c'est des objets d'études déjà de certains instituts présents en Polynésie française de longue date. En fait, les 50 ans des institutions, les 40 ans de l'IFREMER, les 50 ans du CRIOB à Montréal. Donc, c'est des équipes qui travaillent depuis déjà au moins ce nombre d'années sur ces thématiques. Et c'est évidemment important pour la Polynésie française et son développement. Et donc, au travers de la stratégie de l'innovation 2030 de la Polynésie française, ce sont des thématiques, bien évidemment, des domaines d'activité prioritaires qui sont ressortis au titre de la stratégie de l'innovation. L'idée au titre de la stratégie d'innovation, je fais le parallèle avec le cluster maritime, nous avons réussi à fédérer l'ensemble des opérateurs de l'enseignement supérieur et de la recherche, donc l'université, les instituts et organismes de recherche. Donc, mais en définitive, on se rend bien compte qu'en Polynésie française, la recherche est uniquement publique, puisque les entreprises n'ont pas les moyens, ne serait-ce que d'avoir un responsable recherche et développement. Donc, c'était de pouvoir faire le lien au travers de la stratégie de l'innovation avec le privé qui va pouvoir valoriser ces résultats de la recherche, ces créations, cette innovation au travers donc, de leurs activités. Donc, c'était une co-construction. Tu peux donner des exemples concrets sur vos différentes recherches? En fait, nous avons eu de grands programmes en matière de perliculture. Nous avons actuellement des programmes également en matière d'aquaculture. Donc, je fais le lien avec le centre de formation, donc le centre des métiers de la mer, puisque ça fait partie, quand Georges parlait de la formation en perliculture, donc notamment, il va y avoir des ateliers et les organismes de recherche seront impliqués au titre des enseignements qui seront réalisés dans ce cadre. Donc des programmes de recherche sur la perliculture, on la connaît sous tous ces angles, l'huître perlière, la qualité de la perle, il y a tout un tas de recherches scientifiques qui ont été menées avec des résultats, ce qui a permis de donner aussi des conseils à nos fermiers, à nos perliculteurs, dans l'exercice de leur métier. Donc c'est véritablement en aquaculture, là actuellement, nous sommes sur des programmes d'aquaculture, donc de d'holoturiculture, on en parle un peu moins peut-être, mais en tout cas, voilà, donc tout un tas de thématiques qui ont été identifiées. Et je n'oublie pas qu'un des domaines d'activité stratégique, évidemment, qui est ressorti aussi au titre de la stratégie d'innovation, c'est le tourisme écoculturel, puisque ça reste une signature et ça reste le domaine important d'apport, on va dire, d'argent pour la Polynésie française. Vous voyez, quand je vous disais qu'on allait toucher des sujets très très larges, effectivement. On marque une pause et on se retrouve dans un instant. On se retrouve avec nos invités, Touanoua Degage, président du CMPF, le cluster maritime de Polynésie française, Georges Maille, directeur du Centre des métiers de la mer, administrateur aussi au CMPF, et Théa Frogier, qui était délégué à la recherche du pays pour la présentation de la stratégie et de l'innovation. Donc nous avons essayé d'installer un petit peu le sujet en première partie. Maintenant, j'aimerais qu'on développe les différentes missions qui touchent la Polynésie concrètement. Une première question pour Georges. J'aimerais que tu nous dises en quoi consiste l'économie bleue et quel poids elle peut avoir justement sur la Polynésie. C'est une question difficile à répondre, hein. Tellement il y a de choses à dire sur l'économie bleue. En tout cas, pour ma part, la formation, elle doit être présente dans cette économie bleue. Ne serait-ce que pour assurer le transport maritime, assurer les compétences et les qualifications attendues sur les quais par les armateurs, que ce soit au commerce, à la pêche, dans le tourisme nautique, les croisières, les charters. Aussi attendu par les professionnels de la perliculture, l'aquaculture en général. Donc c'est énormément de métiers qui sont attendus par les professionnels et auxquels le CMMPF essaie de développer sa carte de formation. Alors en allant voir un petit peu on va dire le résumé de Azimut 2030 qui
qui est, on va dire, votre feuille de route et vous expliquer ce que vous allez faire. Il y a quelques chiffres qui étaient intéressants. L'économie bleue qui pèse plus de 60 milliards de chiffre d'affaires. Donc, c'est loin d'être anodin. Ça, c'est très, très important. Mais quel peut aussi en être l'enjeu stratégique, moi? Oh, les enjeux sont énormes. Comme je vous disais tout à l'heure, l'espace maritime en Polynésie française, c'est plus de 99%. Donc, nous sommes vraiment un pays maritime. Notre culture polynésienne est une culture maritime. C'est vrai que on a tendance à, puisque nous sommes terriens, souvent, alors moi je suis marin, j'ai navigué, donc je connais bien la mer, mais même moi qui étais chef d'entreprise d'une compagnie maritime, je me suis rendu compte simplement lorsque je suis rentré en tant que président au cluster maritime comment ces secteurs maritimes étaient vastes et importants. Et je pense que on devrait prendre plus en compte cette économie maritime qui est juste à côté de nous, qui est devant nous. Si on regarde par exemple les innovations, on se rend compte qu'on a une énergie renouvelable énorme qui sont les ETM, les énergies thermiques des mers. Un bel exemple, c'est le fameux SWAC où on utilise cette énergie-là pour réfrigérer les chambres dans les hôtels. Mais Et puis, imaginez, et l'hôpital aussi. et l'hôpital aussi, mais imaginez le jour où on arrivera à transformer cette énergie en électricité. Il y a des recherches qui vont dans ce sens. Donc, c'est un secteur très stratégique. Après, moi, je suis un convaincu, puisque je suis président du cluster maritime, mais il me semble qu'en tous les cas, ce secteur est un secteur très stratégique au niveau de la Polynésie française. Donc j'imagine que vous faites des préconisations, vous les remontez au gouvernement, et l'idée c'est quoi? C'est qu'ils s'appuient dessus, qu'ils puissent les suivre. Oui, bien sûr, on échange énormément avec les membres et notre rôle à nous, c'est de faire remonter les informations de nos membres qui sont des exploitants, qui sont des privés, mais pas que, pour aider finalement les décideurs à prendre les meilleures décisions pour l'avenir de l'économie bleue en Polynésie française. C'est vraiment notre rôle primordial au sein du cluster maritime de Polynésie française. Alors en fait, donc on parlait de l'économie bleue. Alors le mot lui-même est très intéressant parce qu'il image très bien. Mais comme je disais tout à l'heure, la Polynésie c'est la surface de l'Europe, donc c'est immense et gérer un territoire maritime de cette taille-là, c'est pas une mince affaire. Je voulais parler, on en a parlé un petit peu tout à l'heure. C'est la pêche en Polynésie et comment est-ce qu'on fait pour sécuriser cette surface maritime? Quand je dis sécuriser, c'est par rapport aux bateaux de pêche extérieurs. On va pas citer de nations particulières, mais on les connaît, on va dire. Et sur quels moyens on s'appuie, par exemple? Ben, déjà, ce que je voulais dire, c'est que notre pêche locale, c'est une pêche qui va dans le sens de la préservation de nos environnements, puisque nous, en Polynésie française, on pêche avec la palangre, qui est une pêche raisonnée et raisonnable, il faut le dire, parce qu'on ne le dit pas assez souvent. Euh, Comment protéger nos espaces? Ben aujourd'hui, on est obligé euh, de, de se reposer sur l'État. C'est l'État aujourd'hui qui a les moyens de contrôler cet espace maritime Donc là, un qui navire est militaire immense. qui patrouille et qui essaye de protéger notre espace Oui, polynésien. alors les navires militaires, ils arrivent au moment où il faut intervenir, mais il y a tout un réseau de connexion entre ben, les satellites, les navires qui naviguent dans nos zones. J'ai été visiter le JRCC et donc il m'expliquait qu'il se basait surtout sur la vitesse des navires. En fonction de la vitesse, il savait si un navire était en train de pêcher ou était en train de naviguer. Souvent aussi, il y a des navires qui déconnectent finalement leur système leur transpondeur et donc ça aussi c'est pas normal et donc à ce moment-là la marine nationale fait des contrôles mais aujourd'hui c'est véritablement la marine nationale c'est l'État à travers la marine nationale qui garantit la protection de notre océan. Georges, au sein, on va dire, en termes de droit maritime, justement, quand des bateaux étrangers comme ça interviennent illégalement dans les eaux polynésiennes, quels sont quels sont les droits à faire valoir et comment est-ce qu'on peut se protéger de ce côté-là? Bien, pour la circulation de ces navires, on se repose généralement sur le droit de la mer.
hein, le droit de circuler également dans nos eaux. Je sais qu'il est en projet de créer un couloir de navigation pour les navires qui viennent de l'extérieur, notamment suite aux différents accidents que nous avons connus. Et je crois, ne pas me tromper, il me semble que c'est la Direction polynésienne des affaires maritimes qui est en charge de ce sujet. Sujet assez complexe, on va dire. Oui. Théa, tout à l'heure, toi, Noah, nous parlait du SWAC et des différentes énergies. Ce sont des sujets sur lesquels vous travaillez aussi? Alors effectivement, il y a un pan qui est consacré à tout ce qui est énergie renouvelable et développement des énergies renouvelables, où nous avons des organismes de recherche qui sont déjà bien équipés, pas nécessairement avec une implantation locale, mais au niveau national, sur toute cette problématique. Ce que je voudrais rajouter, c'est que quand on parle d'innovation, on parle beaucoup d'innovation technologique, et c'est vrai que ça fait partie un petit peu des choses qui font rêver, voilà, avec des smart cities, avec des smart, voilà, et tout va être smart demain. Mais au-delà de ça, il y a aussi effectivement une réalité qui est que en fait ce développement technologique, je vais parler peut-être plus en termes de par rapport à la recherche scientifique et l'acquisition de connaissances, est importante pour la Polynésie française parce qu'elle va nous permettre d'aller plus vite sur l'exploration notamment des écosystèmes profonds. Parce que pour l'instant, comme on l'a indiqué, notre zone économique exclusive est aussi vaste que l'Europe et nous n'avons qu'une très très faible connaissance, vraiment minime, de tout ce qu'on a au niveau de l'écosystème. Et quand je parle de l'écosystème, c'est également tout ce qu'on a dans une colonne d'eau. Voilà. Et donc, on se rend compte ainsi qu'on a besoin on ne pourra pas envoyer des hommes sous l'eau à des profondeurs abyssales pour faire ce genre de choses. Donc, on parle beaucoup de développement technologique, y compris sur cette partie exploration, pour l'acquisition de connaissances en envoyant des engins qui vont être, on va dire, autonomes et qui vont être manipulés on va dire, de la surface. Donc, il faut des hommes et des moyens. Il faut des hommes et des moyens, mais en définitive, au niveau de la recherche scientifique, nous connaissons les guichets de financement, qui sont des guichets classiques auxquels nous pouvons aller taper. Donc pour cela, il faut avoir des programmes de recherche, il faut monter les équipes correspondantes. Et bien sûr, une des directives au niveau de la Polynésie française, c'est que ça se fasse surtout, on est bien sur la partie exploration pour l'acquisition de connaissances, on n'est pas du tout sur le volet exploitation. Non, là, on en est qu'au premier volet. Là. On n'en est qu'au premier parce que d'abord, il faut connaître et comprendre pour être sûr de ne pas faire de bêtises dans l'exploitation si tant est qu'un jour on arrive à l'exploitation. Alors Théa nous parlait de découvrir et de mettre en application plus tard pas mal de choses. Au niveau de l'économie bleue, on s'appuie évidemment sur tout ce qui est maritime en Polynésie. Et où en sommes-nous un petit peu au niveau des infrastructures maritimes, portuaires? Est-ce que la Polynésie est bien lotie et est-ce qu'on va continuer à se développer? Alors, j'ai réussi à te faire une question avec plusieurs questions, tu as vu? Oui, non, mais c'est un sujet tellement vaste parmi d'autres sujets vastes. La Polynésie française, en fait, on n'a pas assez de place, on n'a pas assez de surface. Et c'est la difficulté qu'on a aujourd'hui. Je vais vous donner un exemple. On voudrait remplacer le dock flottant actuel de la Marine nationale qui a 40 ans, 50 ans. Il est plus tout jeune, ouais. Il est plus tout jeune et puis il n'est plus tout à fait adapté aux besoins des navires de la flotte locale. Et aujourd'hui, on ne sait pas où aller poser le nouveau dock qui sera plus grand. Donc c'est la difficulté première qu'on a aujourd'hui, c'est une difficulté de surface. On veut se développer, mais la problématique, c'est qu'on n'a pas assez de surface pour se développer. Et donc, c'est là où il faut être un peu plus ingénieux, être un peu plus smart, comme disait Théa tout à l'heure, pour trouver des solutions qui nous permettent de travailler malgré l'étroitesse de notre zone. Donc ça, c'est une difficulté sur les infrastructures. Une autre difficulté, ce sont les navires aujourd'hui qui transportent les conteneurs qui sont de plus en plus grands, de plus en plus gros, pas pour des raisons non simplement de rentabilité, mais pour des raisons aussi écologiques. On se rend compte que des petits bateaux qui transportent des conteneurs, c'est moins écologique qu'un grand bateau qui transporte beaucoup de conteneurs. Il y a des lois qui sont en train de sortir là et qui vont pas tarder à voir le jour. Et aujourd'hui, les bateaux porte-conteneurs sont de plus en plus grands. Malheureusement,
notre passe de papeterie, elle est petite et on a besoin aussi si on veut pas avoir passé ces bateaux devant chez nous qui viennent de l'Amérique et qui va directement en Asie et ensuite on transporterait encore depuis là-bas via des hubs nos conteneurs. Il faut aussi qu'on arrive à adapter nos infrastructures, c'est-à-dire à faire en sorte que notre passe soit plus profonde pour accueillir ces navires et que nos quais soient plus grands aussi pour adapter ces navires. Donc il y a aussi du côté des infrastructures énormément de challenges qu'il faut relever et le plus vite serait le Je veux mieux. dire, parce que c'est ce challenge, on ne peut pas attendre une génération, 2 générations, c'est maintenant. C'est maintenant ou jamais. Sinon, on sera mis de côté et ça serait tellement dommage et surtout, ça serait dommageable pour notre économie aussi. Bon, alors, l'économie bleue comporte aussi, là on est sur le technique et on va dire le côté marchandises et ainsi de suite, mais c'est aussi le tourisme en Polynésie. Ce sont les voiliers, ce sont les croisiéristes. Vous planchez dans ce sens-là aussi pour faire en sorte qu'on puisse concilier à la fois le côté écologique et le côté diversité et attraction de la Polynésie. Alors, pour ces sujets-là, je pense surtout au nautisme avec les voiliers, les petits voiliers. Au-delà de l'environnement, il y a aussi la problématique du voisinage avec la population. Et actuellement, il y a vraiment un manque d'infrastructures. Il y a tellement de voiliers qui passent par la Polynésie française, mais on a un manque d'infrastructures pour accueillir ces voiliers-là, ces plaisanciers. Et donc, il faut aussi de ce côté-là que rapidement, on travaille pour trouver des solutions pour que les populations restent aussi épanouies dans cette économie maritime. Trouver un L'économie, juste milieu entre les deux. Voilà. oui, l'économie à tout prix, ça ne fonctionne pas. Il faut absolument que les populations euh, soient d'accord avec ce qu'on fait. Et donc, c'est à nous à trouver des solutions en amont et c'est tellement important. Alors, en guise de conclusion, on va retenir que c'est très important et vous avez pu voir que c'est complexe, que ça touche énormément de sujets. On les a pas tous traités aujourd'hui parce qu'il y en a vraiment beaucoup et que Cluster Maritime a encore beaucoup de sujets sur lesquels plancher et beaucoup de travail à mettre en œuvre. Merci d'avoir accepté notre invitation. C'était un vrai plaisir de vous recevoir. J'espère qu'on a réussi à faire en sorte que tout le monde comprenne l'utilité du cluster. Je pense que c'est le cas. Merci pour vos différentes explications. Bon week-end avec TNTV et à lundi.